Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Voici les titres de l'actualité ce soir. La NASA, la coalition kenyane de l'opposition, minée par les divisions. Deux camps s'affrontent. La ligne dure défendue par Raila Odinga et de l'autre les positions modérées autour notamment de Kalonzo Musyoka. Alors, la NASA est-elle sur le point d'imploser? On en débat dans un instant avec nos invités. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous nous intéresserons à l'entrepreneuriat féminin en République démocratique du Congo. Difficile encore pour les femmes de sortir de l'informel en raison des difficultés d'accès au financement. Et la recrudescence de l'insécurité au Nord Mali, attaques terroristes à répétition rythment le quotidien des habitants de ces zones aux mains de groupes terroristes, et ce malgré le déploiement de forces militaires nationales et internationales. Face aux dangers permanents, la peur des populations l'est aussi. Comment expliquer l'insécurité persistante au Nord Mali? C'est l'une des questions au cœur du débat de ce soir. Et pour en débattre avec moi justement, Monsieur Sega Gundiam, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes chercheur et consultant en management. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Également à mes côtés, l'écrivain Raphaël Elono. Merci à vous d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir madame. Et Jean-François Akandi-Kombe, notre éditorialiste. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Zara. Tout de suite, l'actualité politique. Depuis la prestation de serment parallèle de Raila Odinga fin janvier, rien ne va plus au sein de la NASA, la coalition de l'opposition kenyane. Et alors que la bataille pour la prochaine élection présidentielle de 2020 a déjà commencé, l'opposition arrive de moins en moins à marquer ses divisions. Voyez ce sujet qui nous a été préparé par Corinne Kamzefem. Au Kenya, la National Super Alliance, la coalition de l'opposition, connaît des remous internes depuis la prestation de serment parallèle de Raila Odinga. Lors de sa prestation de serment en qualité de président du peuple, le 30 janvier 2018, plusieurs cadres de cette coalition, notamment Kalonzo Musyoka, avaient boudé la cérémonie à Uhuru Park, considérant qu'elle n'avait aucune valeur politique. Et s'agissant du projet d'une nouvelle élection présidentielle avant la fin de l'année 2018, projet suggéré par Raila Odinga, le chef du Congrès national de l'Amani, Musalia Mudavadi, le qualifie d'impossible. Il invite ses collaborateurs à se concentrer pour la prochaine échéance présidentielle prévue en 2022. Sur le plan purement sociologique, les querelles tribales se sont pas tues. Et la constitution de cette alliance, ça procède simplement des promesses, des conseils et puis des perspectives qui ont été présentées au principal opposant kenyan. Plus conciliante, Charity Ngilu, gouverneur du canton de Kitio, membre de la coalition, a déclaré ce 2 mars qu'elle était prête et désireuse de travailler avec le président Uhuru pour le bien du peuple. Des revirements qui créent des frustrations au sein du mouvement démocratique Orange, la formation politique de Raila Odinga. Nous ne serons plus obligés de marcher sur nos genoux pour que nos amis puissent se sentir mieux dans leur peau. Nous ne discuterons pas de la politique de 2022 tant que nous n'aurons pas terminé les questions de justice électorale observées lors des élections de 2017. Ces divergences de vues pourraient finalement aboutir à un apaisement du climat sociopolitique au Kenya qui essaye dans le même temps de refermer les plaies héritées de la crise post-électorale de 2007. Sega Gundiam, au sein de la NASA, ce sont aujourd'hui deux lignes qui s'affrontent. Ça montre toute la difficulté à travailler ensemble. Il est plus facile de s'allier, de se coaliser contre quelqu'un que de se coaliser pour construire quelque chose. On peut également ajouter que dans ce genre de coalition, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui doivent penser aujourd'hui qu'il est bon de travailler pour le bien du pays et donc qui se disent nous sommes réalistes, nous allons contribuer à améliorer les choses tant que c'est possible. Mais dans le lot, vous avez également des opportunistes qui étaient partis du côté de la NASA simplement parce qu'ils espéraient une victoire et donc des positions. Maintenant qu'ils savent que ces positions sont perdues, ils se replient et cherchent d'autres voies de sortie. L'opportunisme fait aussi partie, hélas, de la politique. Raphaël Elono. Oui, c'est toujours le scénario que nous avons chez nous en Afrique. Et à qui profite le crime? C'est toujours à celui qui est au pouvoir, parce que tant que vous vous battez, vous formez ce panier de crabes où les gens se mangent entre eux, et celui qui est au pouvoir, il profite.
Et ceux qui arrivent au pouvoir généralement en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de verrouiller le système pour qu'ils soient élus et réélus. On se souvient qu'au Kenya, ils ne nous ont jamais présenté une face reluisante de la démocratie. C'est à chaque fois, à chaque élection, à chaque échéance, on a toujours des cris, des lamentations. L'opposition, bon, elle est dans son rôle, c'est de bonne guerre. Mais comme disait mon frère en face, il y a de tout là-dedans. Il y a des opportunistes, il y a ceux qui viennent là parce que, bon, ils veulent peut-être servir le pays et ils voient maintenant que ça ne marche plus. Et puis même la cérémonie de prestation de serment, elle avait tout un côté folklorique. Moi, je n'ai pas compris à quoi ça servait réellement. Il va gouverner où et avec qui? Et c'était un scénario vraiment à mourir de rire. Alors, on va peut-être, pas peut-être, hein, on va en parler dans quelques instants. Alors, nous devons être prêts à lutter avec d'autres partis, mais aussi à lutter seuls, s'il le faut. Voilà les mots de Raila Odinga lors du conseil exécutif de son parti, le mouvement démocratique Orange. Jean-François, là, il y a clairement un message à adresser à Musyoka, figure également très importante de la NASA. Ce sont des guerres de positionnement. Ce sont des guerres de positionnement en vue de 2022. C'est guerre plus. Maintenant, dans cette guerre de positionnement, on peut se demander ce que pèse Raila Odinga. Parce qu'on a su ce qu'il pesait lors des élections présidentielles, en tout cas au début. Mais il a quand même jeté l'éponge. Donc il n'a pas été jusqu'au bout de la course. Et il est difficile aujourd'hui de savoir ce qu'il pèse vraiment dans le jeu politique et s'il peut prendre le leadership de l'opposition demain. Je pense que ce qui est en train de se passer maintenant, c'est un peu comme la queue de la comète des élections présidentielles, parce qu'il a dû y avoir des ressentiments. On ne peut pas jeter l'éponge comme ça quand on est si près du but, qu'on a des institutions, dont la Cour constitutionnelle qui est avec soi, et qu'on a une partie de la population qui est avec soi. Et je partage le sentiment de mon voisin et ami qui dit que ça avait quelque chose de folklorique. Vous avez dit que nous y reviendrons, mais ce n'est rien de plus qu'un coup politique, et en plus le coup politique donnerait à rire si on n'était pas dans ce contexte extrêmement tendu et où ça aurait pu déboucher sur un bain de sang. Hein. Si les autorités avaient pris leurs responsabilités comme ils l'avaient laissé entendre au début, ça aurait pu déboucher sur quelque chose d'assez catastrophique. Mais en tout cas, cette guerre de positionnement-là, comme dans beaucoup de nos pays, aurait intérêt à se dérouler sur le fond, c'est-à-dire sur des programmes. Qu'est-ce que Raila Odinga propose pour améliorer le sort du pays, pour améliorer le sort des populations, pour améliorer le sort d'eux, plutôt que de faire des combats de coq. Nous n'en avons rien à faire des combats de coq sur notre continent. Donc qu'il le fasse en chambre si ça les chante. Est-ce que Raila Odinga n'est pas tout simplement en train de subir les conséquences du manque de clarté dans sa stratégie juste après la présidentielle, et notamment au moment où il a déclaré vouloir boycotter la présidentielle du 26 octobre? Si on sort de la forme et qu'on regarde dans le fond ce qui se passe, il y a deux regrets. Vous avez parlé tout à l'heure du Conseil constitutionnel, je ne sais pas d'ailleurs si c'est le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême, je crois que c'est plutôt la Cour suprême qui avait invalidé. Il y a une chose qui s'est passée entre les deux, c'est que le président qui avait les leviers du pouvoir a modifié la composition de la Cour suprême. Donc on a modifié, pas seulement les règles du jeu, on a changé d'arbitre. On a mis un arbitre, on a choisi son arbitre. Et quelque part. Donc il y a sûrement quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Toujours sur le fond, ce qui est regrettable dans ces élections au Kenya, comme dans un certain nombre de pays, c'est qu'on constate qu'il y a un vote ethnique. Oui. Oui. Le vote ethnique exclut le programme. Les deux ne sont pas compatibles. Non, pas du tout. Soit on vote par réflexe parce qu'on appartient à la même communauté, soit on juge sur le programme par rapport à ce que ça pourrait produire en termes d'intérêt pour le pays et les populations. Et en l'occurrence, ce n'est pas ça. Oui, mais en même temps, je pense que la politique, c'est aussi le courage, d'avoir le courage politique, d'aller à contre-courant. Si vous avez acquis le vote ethnique, rien ne vous empêche de développer un programme national qui permettrait à d'autres, qui sont d'autres ethnies, de voter pour vous parce qu'ils sentent que vous êtes un espoir pour l'avenir. Exact. Bon. Vous avez parlé de la succession des élections. On a constaté, y compris quand ça s'est très très mal passé aux élections précédentes, qu'il y a eu des tueries, on a constaté que le vote ethnique
allait très très loin. Il y avait des crispations qui pouvaient mener très très loin. Et à partir de ce moment-là, il y a d'abord un premier travail à faire, qui est un travail d'explication, de pédagogie, pour essayer de vendre des programmes plutôt que de chercher des alliés inconditionnels, qui peuvent être à la limite, comment dire, des extrémistes, hein, des deux bords. Ce travail a manqué. Alors je crois que le vrai problème que ça pose, qui est le problème de pas mal de nos pays, alors, si je veux être provocateur, je dirais que le problème, c'est la démocratie. Est-ce qu'on peut faire de la démocratie quand les gens ne sont pas capables de comprendre un certain nombre de choses? Voilà. Est-ce que toutes les voix se valent dans ces conditions? Je n'en suis pas persuadé. Mais ce n'est pas à moi de le dire. Et en tout cas, ce serait inadmissible. Ce serait inadmissible. Donc je termine juste sur un dernier point. Le vrai problème qu'on a, c'est qu'on a en permanence des luttes de pouvoir. Ouais. Et ce qui est en train de se passer entre les leaders de la NASA, en fait, c'est le positionnement pour être le leader de l'opposition à terme. Alors, justement, si vous permettez, sur les positionnements de l'opposition, c'est un phénomène qui est africain dans une très grande partie du continent. Nous avons des leaders qui sont dans l'opposition et qui s'autoproclament. Ce qu'on appelait tout à l'heure folklorique, c'est en fait la cérémonie d'investiture en tant que chef de l'opposition autoproclamé. Mais précisément, comme vous évoquez la démocratie, ça commence d'abord par les partis politiques et par une culture de partis politiques. Nous voyons très bien que nos leaders qui s'autoproclament ne veulent pas passer par les urnes de leurs adhérents ou des adhérents, des sympathisants de l'opposition. Ils préfèrent une position de force et d'autorité. Ils font plus que proclamer, ils s'autonoment. Alors, Raphaël Eluno, au sujet peut-être de la prestation de serment fin janvier, est-ce que ce n'était pas l'acte de trop concernant Raila Odinga? Oui, effectivement, c'était un acte de trop. Tout à l'heure, on parlait de programme. Je crois qu'il y a un problème profond en Afrique. Il faudrait déjà que, dès le bas âge, qu'on commence déjà à initier les enfants à la chose politique. Oui. Qu'ils apprennent que la politique, c'est un débat d'idées. Oui. Parce que chez nous, ce n'est pas le cas. Vous voyez bien que quand vous allez, par exemple, en campagne, et moi j'ai vu dans certains villages, où quand vous commencez à parler aux gens, ils somnolent. Et à la fin, on te demande, est-ce que c'est ça que je mange? Est-ce que c'est ça que je bois? Oui. Parce que le parti au pouvoir, il s'amène avec des kilos de poisson, des kilos de viande, et il donne, et les gens croient que c'est ça la politique. Posez la question à un villageois, demandez-lui pourquoi il soutient le parti au pouvoir. Il ne va jamais vous donner une raison valable. Soit parce qu'il est de son ethnie, donc forcément, il doit être d'accord avec lui. Parce qu'il aura des avantages. Oui, les gens ne comprennent pas. Il n'y a qu'au niveau de l'élite intellectuelle, des universitaires peut-être, qui essaient de comprendre l'enjeu même de la politique. Mais ceux qui sont dans le sous-quartier, qui sont dans les villages, c'est des gens qui sont à 1000 années-lumière de ce qu'on appelle la politique réelle en tant que telle. Ils sont là comme des moutons de Panurge. Si ça bascule à droite, ils basculent. Si ça bascule à gauche, ils basculent. Et avec ça, vous aurez beau élaborer des programmes. Et c'est ça le reproche que je fais souvent au parti de l'opposition. Mais est-ce qu'il y a réellement des programmes aussi? Certains essaient de faire des programmes. Faut pas le... On a des programmes, mais c'est pas chiffré. On se dit, alors lutte contre la pauvreté, politique pour favoriser l'éducation, mais il n'y a jamais de véritable plan finalement. Bon, c'est pas valable pour tous les pays, mais quand même. Il y a des intentions, il n'y a pas d'objectifs. Les objectifs doivent être datés et chiffrés, quantifiés. Il n'y a pas d'objectif. On donne des grandes idées de tendance, c'est peut-être dans 50 ans, c'est peut-être dans 150 ans, peu importe, on sera tous morts, mais peu importe. Mais en réalité, ça va plus loin, que tout ça se rejoint. Je crois que tous les problèmes dont vous traitez régulièrement sur ce plateau ont une cause première, c'est la pauvreté. Ouais. Et quand vous parlez des villageois qui sont plus intéressés par le kilo de poisson ou par les espèces... C'est tout à fait naturel, c'est tout à fait normal finalement. Y compris quand on part sur le problème de sécurité. Et il n'y a pas que y compris sur le problème de sécurité. Non, il n'y a pas que... Alors est-ce que les intellectuels aussi ne se laissent pas, avoir par... Vous avez ce qu'on appelle dans nos différents pays, ce qu'on appelle les chercheurs à manger. Et les chercheurs à manger, vous ne les trouvez pas dans les bas quartiers. Vous les trouvez surtout parmi les intellectuels qui sont prêts à retourner kazakh parce que ils représentent un pourcentage pour les positions. Mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur les programmes à proprement parler, il y a en Afrique un certain nombre de partis qui présentent des programmes, de candidats qui présentent des programmes. Moi, à titre personnel, je ne crois pas beaucoup dans le chiffrage des programmes, parce que ce serait un leurre.
à ce stade-là, lorsqu'on a des objectifs, on peut fixer des objectifs, on peut fixer un calendrier de mise en œuvre, on peut fixer, ce qui manque à mon avis, ce sont les modalités de mise en œuvre. Parce que chiffrer, si on chiffre, ok, mais il faut dire d'où viendront les sources de financement. Voilà. D'où viendront les sources de financement? Non, mais or, au moment où vous vous présentez, où vous êtes candidat, comment pouvez-vous savoir de manière certaine que vous aurez des financements qui viendront de là ou de là? On peut dire, c'est une obligation de moyens, pas de résultats. On peut dire, voilà comment je vais procéder pour trouver les moyens de ma politique. J'ai chiffré, mais voilà comment je vais procéder. Mais ça, ça nous éloigne de Nairobi. Mais non, pas tant que ça. Peut-être un dernier mot, Sega Goundiam, avant la pause. Oui, c'est pas que ça. Un programme, c'est la seule façon de pouvoir être jugé. Parce qu'il y a un référentiel et on se positionne par rapport à ce référentiel. Si on n'arrive pas à l'atteindre, à tel ou tel objectif, on explique. Bien sûr. Et ça sert de leçon. Bien sûr. Mais comment voulez-vous? Vous êtes en train de me dire, je me présente à la présidence, je me présente... Non. Ne dites pas ça. Nous venons de pays où, quand on dit ce genre de choses, on va dire Jean-François Kandji-Kombe c'est pas sur l'antenne d'Africa 24, fait ceci... Non. Comment voulez-vous que quelqu'un se présente à une responsabilité sans s'être posé la question de la façon dont il va exercer ce pouvoir et faire bénéficier la population? Voilà, Donc, vous pensez que, pour revenir un petit peu au Kenya, c'était le cas de Raila Odinga? Il ne s'était pas suffisamment préparé, il n'avait pas un programme suffisamment... Je crois qu'il y a eu deux problèmes. Il y a eu un problème où il s'est très rapidement rendu compte qu'il avait peu de chance parce que c'était manipulé par le pouvoir en place. C'est souvent le cas des pouvoirs qui organisent des élections. En Afrique, quand c'est une fin de pouvoir, c'est plus facile. Donc, un, il s'est rendu compte de ça. Et deux, je pense qu'il n'était pas prêt. C'est comme le champion qui monte sur le ring et qui a peur. Voilà. Et cela c'est peut-être exprimé lors de son boycott de la présidentielle. Voilà, il a trouvé une porte de sortie. Une dernière question très rapidement, les perspectives de 2022, s'agissant de l'opposition de la NASA et plus spécifiquement de Raila Odinga. Oui, il a intérêt à retrouver une crédibilité, comme disait Jean-François. Il a intérêt à retrouver une crédibilité, vu qu'il a jeté l'éponge. Ce qui fait que son entourage n'a même plus confiance en lui. Ils se disent que, bon, est-ce qu'il va encore nous lâcher au milieu du gué? Donc, il doit vraiment, il a intérêt à travailler cela, son image, pour prouver qu'il est crédible, qu'il est capable de diriger ce pays-là. Parce qu'être président de la République, c'est quand même une fonction assez lourde. Hein. C'est pas en plaisantant qu'on arrive là-bas. S'il réussit à être candidat, parce que les appétits sont aiguisés. Voilà, on va marquer une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.